Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Logique sociale. Collection dirigée par Bruno Pequignot. En réunissant des chercheurs, des praticiens et des essayistes, même si la dominante reste universitaire, la collection Logique sociale entend favoriser les liens entre la recherche non finalisée et l'action sociale. En laissant toute liberté théorique aux auteurs, elle cherche à promouvoir les recherches qui partent d'un terrain, d'une enquête ou d'une expérience qui augmente la connaissance empirique des phénomènes sociaux ou qui propose une innovation méthodologique ou théorique, voire une réévaluation de méthodes ou de systèmes conceptuels classiques. Dernière parution. Ankova, Féminisme et néo-malthusianisme sous la Troisième République, La liberté de la maternité, 2011. HLETHIERRY, sauf qui peut la ville. Étude lefèvrienne, 2011. AAJZENBERG, HLETHIERRY, LBAZINEK, maintenant Henri Lefebvre. Renaissance de la pensée critique, 2011. Alexandru GUSSI, La Roumanie face à son passé communiste, 2011. Cédric Fretigne, Exclusion, insertion et formation en question, 2011. Frédéric Sicard, Agencements identitaires. Comment des enfants issus de l'immigration maghrébine grandissent en France, 2011. Rama Bourquia, Culture politique au Maroc, à l'épreuve des mutations, 2011. Louis Moreau de Bellin, Claude Lefort et l'idée de société démocratique, 2011. Elisabetta Ruspini, sous la dire de monoparentalité, homoparentalité, transparentalité en France et en Italie. Tendances, défis et nouvelles exigences, 2010. Tedjebali Beraou, Marginalité et politique sociale, 2010. Thomas MIHCAUD, La stratégie comme discours, 2010. Thomas Michaud, Prospective et science-fiction, 2010. André PETITAT dire, La pluralité interprétative. Aspect théorique et empirique, 2010. Claude Giraud, De la trahison, Contribution à une sociologie de l'engagement, 2010. Sabrina WEYMIENS, Les militants UMP du 16e arrondissement de Paris, 2010. Damien LAGAUZERE, Le masochisme du sadomasochisme au sacré, 2010. Éric Dacheux dire, Vivre ensemble aujourd'hui, le lien social dans les démocraties pluriculturelles, 2010. Tome 2. Le sentiment de culpabilité. Et les sciences économiques. Les promesses d'une nouvelle relation. Grâce à l'étude des philosophes, des psychologues, des théologiens et des juristes, nous avons pris connaissance de l'importance du sentiment de culpabilité. Il provient de l'individu et permet de vivre ensemble. Il permet d'introduire, à l'échelle individuelle, une dimension éthique à l'action humaine. Il est éprouvé par l'être humain et le guide dans ses choix. Le sentiment de culpabilité est influencé par un ensemble de paramètres extérieurs qui émanent de la société et de la culture. Il s'applique à toute conduite humaine, mais il est d'autant plus renforcé qu'il dépasse le champ de la sphère privée. Il s'exprime davantage dans les actions qui impliquent des relations sociales comme le travail. Dans cette deuxième étape, tome 2, sont considérés comme acquis les enseignements tirés des grands penseurs du sentiment de culpabilité tels qu'ils sont synthétisés au terme de la première étape de notre étude, tome 1. Nous allons à présent chercher à identifier l'usage du sentiment de culpabilité qui peut être réalisé par la théorie économique. Nous interrogeons particulièrement leur impact sur le travailleur. Nous cherchons à déterminer comment l'économie peut traiter du sentiment de culpabilité au niveau de la compréhension du comportement de l'homme au travail et au niveau de son utilisation par l'entreprise pour obtenir les efforts ou les compétences requises à travers la culpabilisation. Quelle théorie choisir ? D'abord celles qui peuvent s'appliquer aux questions de l'homme au travail. Ensuite, comme avec les autres disciplines, nous voulons examiner les théories sans faire de choix préalable. Nous n'avons pas sélectionné de théorie économique en particulier. Sinon le critère de choix était soit subjectif, soit basé sur le modèle dominant. Retenir un seul espace théorique était pourtant plus confortable, car c'était s'appuyer sur un modèle établi, réduire le champ d'exploration, et apporter les avantages de la simplification et là de la cohérence garantie.
Nous avons cependant préféré garder le panorama le plus vaste et le plus ouvert possible. Cette démarche est forcément plus périlleuse mais nécessaire pour laisser le champ libre à la réflexion du lecteur. Nous étudierons bien entendu les quelques théories économiques qui abordent le sentiment de culpabilité, mais aussi et surtout celles qui n'en traitent pas directement, mais qui sont susceptibles d'enrichir son analyse. Comment distinguer les théories ? Toute étude qui porte sur le comportement de l'homme au travail passe par une première question préalable qui est fondamentale. Qu'est-ce qui met en mouvement, ou quel est le moteur de l'action humaine ? La logique comportementale retenue permet de bien différencier les courants économiques qui abordent le travailleur. La réponse est en partie de nature idéologique dans la mesure où elle dépend des représentations de l'homme et du monde qui sont adoptées. La science est pour l'instant incapable de trancher sur le mobile de l'action humaine le plus pertinent parmi ceux convoqués par les différentes théories économiques. Cette position conditionne pourtant ensuite toute l'approche économique, car elle introduit des hypothèses qui orientent les conclusions et les recommandations. Elle induit aussi toute une méthodologie. Le monde est beaucoup trop complexe pour être appréhendé parfaitement et immédiatement par une seule théorie. Les modèles économiques, comme tout modèle scientifique, sont des traductions de cette complexité, en langage simple et accessible à notre entendement. Ils sont construits sur la base d'une idéologie et d'une méthodologie qui leur sont propres. Ainsi, ils peuvent tous être perçus comme des lunettes qui nous permettent de regarder le monde. Mais chaque lunette utilise un prisme et nous donne donc une représentation simplifiée de cette réalité complexe. Chacune de ces lunettes est construite scientifiquement. Elles ne comportent pas d'erreur de fabrication, leur élaboration est rigoureuse. Chaque lunette donne un résultat, c'est-à-dire une vision du monde. L'économie est une science, elle corrigerait donc, ou alors abandonnerait tout modèle qui contiendrait une erreur de construction, c'est-à-dire de démonstration. La science économique a un seul problème. Elle ne dispose d'aucun moyen scientifique classique 3 pour déterminer la bonne paire de lunettes. Toutes les lunettes sont des outils scientifiques, mais aucun moyen scientifique ne permet de choisir celle qui est juste. Heureusement, ces lunettes ne sont pas très nombreuses. Il n'empêche, chaque économiste est obligé d'en choisir une. Son choix se fait par habitude, ou parce qu'il n'en connaît qu'une. Son choix dépend de sa propre histoire, de ses propres goûts, de sa culture. Certains économistes préfèrent celle qui met en valeur tel phénomène et occulte tel autre, d'autres choisissent celle qui grossit un facteur. Le plus souvent, son choix se porte sur celle qui lui offre la vision du monde la plus proche de sa propre idéologie, l'idée qu'il se fait du monde. Prenons un exemple, un homme donne une pièce d'1 € à un mendiant. C'est un fait observé. Un économiste étudie cette situation. Il prend les lunettes libérales. Il voit un homme qui procède à un calcul intéressé selon lequel le gain marginal est au moins égal au coût marginal. Se sentir généreux, se rassurer sur son statut social, réaliser une bonne action. Procure des plaisirs purement subjectifs, tout supérieur à la satisfaction retirée d'un autre usage de cette pièce. Par contre, si cette personne avait fortement envie d'un café et seulement 1 € en poche, cet économiste pouvait prédire qu'il achèterait alors ce café qui va lui apporter une satisfaction supérieure à celle de ce geste de charité. Il ne voit pas un acte généreux, altruiste ou humaniste, il voit un acte égoïste. Un autre économiste étudie la scène et chausse les lunettes des conventionnalistes français, ou celles proposées par le MOS. Il voit un homme qui réalise cet acte conduit par un lien social. Cet individu est relié à un tout supérieur qui l'unit à ce mendiant. Il peut trouver de l'empathie, du don, de la confiance. Ces lunettes-là mettent en lumière la dimension sociale et anthropologique de l'action humaine. Un troisième économiste regarde la scène. Il a pris les lunettes des radicaux américains, hérités d'une tradition relative à Marx. Il voit alors un individu qui agit selon des normes collectives qui lui ont été inculquées par une éducation parentale, des règles sociales ou des prescriptions religieuses. Des pressions suffisamment fortes pour qu'il s'y soumette. Il peut ainsi constater l'obéissance à une injonction de charité. Toutefois, cette représentation du comportement humain n'est pas neutre 4. Elle a un impact sur le réel. La théorie économique est abstraite et simple, mais elle n'en influence pas moins la réalité.
La théorie économique inspire et justifie des politiques économiques. Elle ne sert pas seulement à occuper les économistes ou les étudiants. Les représentations du comportement humain sont, selon nous, un point idéologique central car les décisions politiques et économiques découlent de ces conceptions. Prenons un exemple. Un professeur est seul dans une salle de classe qui contient tous les sacs des étudiants, les volets procèdent d'un choix. Des modèles économiques, très élaborés d'un point de vue mathématique, représentent la décision de voler sur la base de la logique de la recherche rationnelle de son intérêt. Il intègre la probabilité du gain, la probabilité de se faire détecter, l'ampleur de la sanction et de ses conséquences qui vont de la simple garde à vue à l'atteinte de la réputation qui est un capital professionnel précieux, etc. L'acte de voler n'a pas lieu si les gains espérés sont inférieurs à l'estimation des pertes. Ces hypothèses comportementales conditionnent les décisions en matière de politique économique. En l'occurrence, les solutions contre le vol pour cette théorie ultralibérale sont évidentes. Il est nécessaire d'instaurer des caméras de surveillance pour augmenter la probabilité de se faire repérer et de renforcer les sanctions par des politiques de répression plus sévères. Le coût individuel du vol augmente et devient moins attractif. A contrario, d'autres modèles économiques stipulent que l'individu est mu par une logique qui consiste à se référer à un ensemble de conventions qui orientent son comportement. Elles le guident, elles sont liées à son éducation. Elles appartiennent à un environnement socio-culturel précis. Elles lui donnent des indications pour coordonner son comportement avec celui des autres. L'acte de voler n'a pas lieu en raison d'un lien qui unit à autrui, et par conformité à un ensemble de conventions auxquelles la personne adhère. Cette conception aboutit à des conclusions différentes en matière politique. Les solutions pour lutter contre le vol passent ici par exemple par l'éducation. Les conséquences sociales et les recommandations politiques dépendent donc des hypothèses comportementales. Une fois admis l'existence du sentiment de culpabilité, la science économique offre donc plusieurs champs théoriques qui sont autant de méthodologies et d'idéologies différentes pour l'appréhender. La science économique peut être décomposée selon trois logiques qui orientent le comportement humain. La première suppose que l'individu est mu par la recherche de son strict intérêt personnel, et ceci de manière rationnelle. La deuxième représente les individus comme soumis à des contraintes qui s'imposent à eux. Ils orientent donc leur comportement par obéissance à un ensemble de règles qui proviennent d'un pouvoir qui s'exerce sur eux avec force. La troisième consiste à penser que l'individu est mu par des conventions auxquelles il se réfère comme autant de dispositifs cognitifs collectifs raisonnables et éprouvés. Nous distinguons donc ces trois grandes logiques d'action au travail dans les trois parties économiques à venir. À ce stade, nous avons donc admis que la culpabilité est un phénomène essentiel du comportement humain, et que d'un point de vue économique, trois approches avec chacune leur méthode et leur représentation du comportement humain peuvent être utilisées pour l'étudier. Pour chacun de ces courants économiques, nous procéderons de la même manière. Dans un premier temps, nous examinerons ces théories économiques. Il s'agit de les présenter et d'identifier ce qu'elles peuvent apporter à l'étude du sentiment de culpabilité, l'esprit ouvert et sans se prononcer, telle est la posture adoptée. Puis, à la suite, nous montrerons les inconvénients et les limites de ces théories pour aborder le sentiment de culpabilité. Nous mettrons en lumière les critiques qui peuvent leur être adressées, de l'intérieur 5. Armés des connaissances acquises avec les autres disciplines, s'interroger seulement sur les difficultés que pose l'adoption de ce courant pour l'appliquer au sentiment de culpabilité, telle est la démarche. Dans un second temps, nous proposerons notre propre synthèse. Il s'agit d'exposer nos conclusions à l'égard de leur analyse économique du sentiment de culpabilité. Prendre position sur leur approche économique du sentiment de culpabilité, telle est la dernière orientation. Cette démarche est justifiée pour respecter l'objectif, permettre une triple lecture, annoncer en introduction et ouvrir le plus de perspectives possible. Le lecteur peut ainsi découvrir diverses utilisations possibles du sentiment de culpabilité par différents courants économiques. Il peut trouver des critiques et des réserves quant à cet usage. Il peut lire la thèse de l'auteur qui se risque à l'exposer. Autrement dit,
Le lecteur est invité à découvrir progressivement les différentes approches économiques possibles du sentiment culpabilité et ainsi à élaborer sa propre opinion, à s'en servir pour poursuivre la réflexion ou ses propres études sur la question. Il recevra ensuite la proposition d'une thèse, d'une approche économique du sentiment de culpabilité. Chapitre 1. La théorie néolibérale et le sentiment de culpabilité. Nous allons montrer les enseignements et les limites de l'usage de la théorie économique dans la tradition néoclassique pour l'étude du sentiment de culpabilité. Nous allons traiter deux sujets. D'abord, comment ces théories intègrent le sentiment de culpabilité dans leurs analyses du comportement humain. Comment sont-elles capables de l'appréhender? Ensuite, ces modèles ont-ils eux-mêmes un impact sur le sentiment de culpabilité? Quelles influences indirectes ces modèles économiques peuvent-ils avoir sur le vécu et la réalité du sentiment de culpabilité? La théorie néoclassique élargie. La théorie néoclassique élargie est un courant économique qui permet d'étudier l'homme au travail. Cette appellation caractérise bien ce courant. Elle est proposée par Favreau, 1989, sur la base de deux critères. D'une part, un raisonnement construit autour de la notion de marché et d'autre part, une représentation du comportement fondée sur un homme égoïste et calculateur. 6. Cette qualification est tout à fait appropriée puisqu'elle reprend bien tous les traits distinctifs de l'idéologie et de la méthodologie néoclassique, microéconomie, individualisme méthodologique, défense de L', ordre libéral, ahistorique, aspatial, la valeur-utilité, le marginalisme, le recours intensif à l'outil mathématique, etc. Mais elle est bien élargie, dans le sens où elle est capable de prendre en considération un nombre impressionnant de nouveaux facteurs par rapport à son ancêtre néoclassique. Elle s'est rapprochée de la réalité. Elle est capable d'étudier les règles, l'incertitude, l'asymétrie d'information, le chômage involontaire, les stratégies interindividuelles, la liste est trop longue. Ces modèles ont aujourd'hui la capacité de traiter de problèmes aussi divers que le salaire à l'ancienneté, Lazéar, 1979-1987, ou l'équité au travail, Akerlof, Yellen 1988-1990, pour ne citer que deux exemples. 7. Elle est également élargie, dans le sens où elle s'est considérablement sophistiquée d'un point de vue mathématique. 1. La méthode d'optimisation. La théorie néoclassique élargie représente les comportements à partir du concept de l'homo economicus selon lequel l'homme est guidé par la recherche rationnelle de son intérêt individuel. Attention, pour l'économiste l'intérêt n'est absolument pas seulement d'ordre financier. Il est synonyme de satisfaction ou de plaisir. La théorie de la valeur repose sur la notion d'utilité. L'utilité ne correspond pas tout à fait au sens commun qui comprend un jugement moral. L'eau serait utile mais pas le vin. Sa définition économique précise est la capacité à satisfaire un besoin. Il s'agit d'une théorie de la valeur qui est subjective. 8. Chaque individu possède sa propre fonction d'utilité qui représente l'intérêt procuré par les différentes variables prises en compte. L'agent a des ressources limitées. Un ensemble de contraintes sont donc prises en considération pour modéliser ses choix. Le revenu du consommateur, les coûts du producteur, les efforts du travailleur, etc. illustrent ces contraintes. D'un côté, l'agent économique a des besoins illimités, d'un autre côté il a des moyens limités. La méthode néoclassique modélise alors tout comportement, comme la recherche du plus haut niveau de satisfaction compte tenu de ressources limitées. Autrement dit, une fois traduit en langage mathématique, cela devient la maximisation d'une fonction d'utilité sous contrainte, elle-même formulée par des équations. L'économiste stipule que tout comportement économique peut s'exprimer comme la recherche rationnelle de plaisir avec l'introduction d'un certain nombre de limites, ce qui revient à dire maximiser son utilité sous contrainte. Concrètement, une fois le problème posé, tout l'art de l'économiste néoclassique est de le traduire d'un point de vue mathématique. Les mathématiques sont une formidable boîte à outils pour les économistes. En l'occurrence, trouver le maximum d'une fonction avec des contraintes données est une technique très simple qui s'appelle l'optimisation.
Les mathématiques sont des outils qui apportent leur force de rigueur et d'efficacité à cette pratique économique. Une fois la solution mathématique trouvée, elle est à nouveau traduite en langage économique. Le salaire doit être fixé à tel niveau, le salarié doit travailler tant d'heures, etc. La méthode néoclassique représente au final tout comportement humain sur la base d'une arithmétique des plaisirs. L'optimisation est la technique mathématique qui modélise cette conception. Ces modèles économiques actuels n'ont aucune restriction. Leur force suprême est leur capacité à évoluer, à intégrer au sein de leurs fonctions tout nouveau paramètre imaginé par les économistes. Et l'imagination des économistes est sans limite en la matière. 1 à 2. Un modèle dominant. Un courant économique est qualifié de dominant quand il s'impose à un moment donné, qu'il imprègne la société de sa façon de penser, qu'il a le plus d'influence sur les décisions prises en matière de politique économique. Il est aussi le reflet d'un mode de pensée propre à une époque. Il est aussi rétroactif. En retour, il renforce les idées et justifie les décisions. La théorie néoclassique élargie est le courant qui caractérise la pensée économique des années 80 jusqu'aux années 2000 dans le monde occidental. Au-delà de cette appellation théorique donnée par les économistes, ce courant est plus fréquemment nommé néolibéral dans le langage courant. En effet, il s'agit d'un retour en force de la pensée libérale. Sans remonter trop loin dans l'histoire de la pensée économique, rappelons qu'autour des années 1870 apparaît le courant dit néoclassique qui s'inscrit dans la tradition libérale. Il formalise les études du marché et élabore la méthodologie de l'optimisation utilitariste. Elle marque la période jusqu'aux deux guerres mondiales. Face à ces échecs, c'est la théorie keynésienne qui prend le relais de 1945 à 1975, et qui va ainsi le plus influencer les politiques économiques des pays occidentaux et développées durant les 30 Glorieuses, époque qui ne renonce pas au marché mais où l'État intervient très fortement dans l'économie. Face à la mutation économique survenue à la fin des années 70, due principalement à la remise en cause du Fordisme, et face à l'incapacité de la théorie keynésienne à résoudre les nouvelles difficultés, les libéraux, qui ont continué à perfectionner leur théorie pendant toutes ces années, sont prêts à proposer leur nouveau modèle. Les pays occidentaux s'en emparent. La théorie néoclassique élargie est donc celle qui domine aujourd'hui dans le sens où elle a incontestablement la plus grande influence sur l'économie neuve. Quel que soit le sujet économique considéré, la tendance est bien à la libéralisation de nos économies depuis les années 80, c'est juste une question d'ampleur selon les pays considérés. L'économie internationale? Réponse: libre-échange. L'économie industrielle? Réponse: la privatisation. L'économie monétaire? Réponse: le monétarisme. L'économie financière? La déréglementation. L'économie du travail? La flexibilisation? La preuve est faite, toutes les grandes réponses aux grandes questions économiques sont issues de cette mouvance néolibérale. 2. Application au sentiment de culpabilité. L'usage de la théorie néoclassique élargie pour l'étude du sentiment de culpabilité au travail est réalisé selon deux approches distinctes. La première concerne l'intériorisation directe du sentiment de culpabilité comme paramètre modélisé, 2 à 1. La seconde correspond aux effets induits par la théorie dominante elle-même sur le sentiment de culpabilité, alors qu'il n'est pas directement internalisé dans la formalisation, 2 à 2. 2 à 1. L'intégration directe du sentiment de culpabilité comme variable optimisée. Nous retenons bien du point précédent que la recherche de l'intérêt est ce qui met l'individu en mouvement dans l'approche néoclassique élargie. Son moteur est la recherche du plaisir et l'évitement des peines. Il agit de manière raisonnée, à condition que ses pertes soient au moins égales à ses gains. Ces précisions méthodologiques sont nécessaires pour comprendre à présent comment ces modèles peuvent être utilisés pour l'étude de la culpabilité au travail. Les autres disciplines démontrent l'existence du sentiment de culpabilité, qu'il est un élément incontournable pour appréhender les comportements humains. Les économistes peuvent le retenir comme une donnée, comme l'un des paramètres de l'action humaine.
Les autres disciplines ont montré qu'il est éprouvé de manière désagréable et qu'il est ressenti par l'individu. Il est possible de l'intégrer dans un modèle en considérant que l'individu cherche à éviter cette peine. Le sentiment de culpabilité devient donc le paramètre d'une fonction d'utilité du travailleur, qui apporte des souffrances que l'individu va chercher à minimiser. Sur cette simple base, l'économiste est donc capable de le modéliser. C'est l'objet de cette partie. Le salarié au travail dans une organisation a deux apports, son effort et ses compétences. C'est-à-dire qu'il travaille avec plus ou moins d'intensité, et qu'il possède plus ou moins de compétences. Il connaît son niveau d'effort et de compétence et a des marges discrétionnaires pour mettre en œuvre ou accroître l'un ou l'autre. Par conséquent, le sentiment de culpabilité du travailleur peut se ressentir soit à l'égard des efforts qu'il fournit, soit à l'égard des compétences qu'il détient. La culpabilité, en ce qui concerne les efforts fournis, est développée par un certain nombre de modèles, et nous ajoutons l'étude du sentiment de culpabilité à l'égard des compétences détenues. De 1 à 1, la culpabilisation standard. 1. Les théories économiques de l'incitation. Le travail est étudié en termes de marché, par la théorie néoclassique élargie 10. L'offre émane du travailleur. Contrairement aux présentations des médias qui, en période de chômage de masse, ont tendance à le placer en situation de demandeur, voire de quémandeur, c'est bien le travailleur qui est l'offreur de ce qu'il possède, le travail, et qui en recevra un prix. Sur ce marché, la demande provient bien de l'entreprise puisque c'est elle qui paiera le prix de ce qu'elle souhaite acquérir. Le prix du travail est déterminé par le marché. Ce prix particulier porte le nom de salaire 11. L'offre de travail est supposée être croissante avec le salaire réel, ses modalités seront précisées plus tard. La demande de travail est le fruit de la maximisation du profit de l'entreprise. Dans un monde concurrentiel, l'entreprise est mue par la recherche du profit. On démontre facilement que le profit est maximum si la productivité marginale du travail égale le salaire réel 12. Il s'agit d'une loi économique fondamentale. Au-delà de la démonstration mathématique, elle reste parfaitement cohérente avec le bon sens et correspond au raisonnement de tout employeur. En effet, la productivité marginale représente le supplément de production obtenu suite à l'embauche d'un travailleur supplémentaire 13. Le salaire réel correspond au coût du travail. En raisonnant par l'absurde, si la productivité marginale était inférieure au salaire réel, alors le profit ne peut pas être maximum. Il conviendrait de continuer à embaucher car cela signifierait que le recrutement d'un travailleur rapporterait davantage qu'il n'en coûte. Par contre, il est absurde d'imaginer que le profit soit maximum dans une situation où la productivité marginale soit inférieure au salaire réel car cela signifierait qu'un salarié coûterait plus cher, son salaire, qu'il ne rapporterait à l'entreprise, le supplément de production. L'employeur d'une petite entreprise d'électricité raisonne bien ainsi quand il vient d'embaucher un 4e salarié, parce que les contrats obtenus en supplément rapporteront davantage que le salaire versé. Par contre, il sait bien qu'en embauchant un 5e salarié, il pourrait bien sûr répondre à davantage de devis mais pas suffisamment pour couvrir le coût de ce 5e salaire. Le salaire est une donnée pour l'entrepreneur, fixée par le marché. Par conséquent, plus les salaires sont élevés, moins il y a de situations où les productivités marginales lui sont supérieures. C'est pourquoi plus les salaires sont élevés, plus la demande de travail baisse. Le résultat est une fonction de demande de travail décroissante avec le salaire réel 14. Mais la théorie néoclassique élargie a évolué par rapport à la théorie néoclassique de base. Désormais le travail n'est plus considéré comme une marchandise comme une autre. Une telle évidence peut faire sourire les tenants des autres sciences sociales, mais pour la théorie de tradition néoclassique, il s'agit d'un progrès considérable. Le travail reste une marchandise mais elle a des spécificités. Désormais, on ne parle plus du facteur travail, évalué seulement en termes de quantité de temps passé, décrit par elle, l'initiale de labor, bien connu des étudiants en économie. Il est maintenant affiné avec ce qu'il est convenu d'appeler les nouvelles théories du marché du travail 15. Désormais, le contrat de travail porte sur l'effort qui représente l'ensemble de l'action du salarié au travail Berthe 2001. L'effort est bien ce que souhaite obtenir l'entreprise. Peu importe que le salarié soit présent 8 heures dans ses murs.
Ce qui compte pour l'entreprise, c'est l'intensité du travail et non pas les heures passées. Du côté du salarié, son activité de travail n'est pas non plus, selon lui, réduite au temps passé dans l'entreprise, mais bien la quantité et la qualité du travail fourni, c'est-à-dire son effort. L'effort est le nouvel objet d'échange du contrat de travail. Le contrat de travail a des particularités. Contrairement à d'autres contrats, on n'acquiert pas une fois pour toutes une certaine quantité de marchandises bien définie. Le contrat de travail fait face à une double incertitude. D'une part, au moment du contrat, on ne connaît pas l'intensité au travail qui sera fournie. Le salarié a toujours une marge discrétionnaire pour produire plus ou moins d'efforts. Le travail n'est pas entièrement observable et contrôlable. Il reste une marge de manœuvre disponible. À la signature, le contrat n'obtient donc qu'une promesse de comportement futur. D'autre part, le contrat ne connaît pas parfaitement les caractéristiques du travail délivré, c'est-à-dire concrètement les compétences du salarié. Les techniques de recrutement ne permettent pas d'identifier toutes les aptitudes précises du travailleur. On parle d'asymétrie d'information, puisqu'en l'occurrence, le degré d'effort et le degré de compétence ne sont connus que du salarié mais pas parfaitement par l'entreprise. Le risque qui concerne l'action d'un agent s'appelle le risque moral, et le risque qui porte sur les caractéristiques de l'objet de l'échange s'appelle la sélection adverse. En économie du travail, le problème de risque moral porte sur l'effort et le problème de sélection adverse sur les compétences du salarié. Le travailleur également fait face à cette double asymétrie d'information. Il ne connaît pas précisément le comportement et l'état de l'entreprise 16. Le contrat de travail tente de réduire cette incertitude. L'entreprise garantit un certain niveau de salaire en échange d'une certaine subordination du travailleur. C'est même la première définition juridique du contrat de travail. Cependant, la plupart des problématiques économiques surgissent de l'incapacité de ce contrat à réduire toute incertitude. Comment obtenir les meilleurs engagements réciproques et une coopération optimale? La situation est la rencontre de deux agents. Un employeur qui veut obtenir le maximum d'efforts et verser le minimum de salaire. Et un travailleur qui souhaite le maximum de salaire et fournir un minimum d'efforts. Les économistes traitent ce problème en termes de comportement stratégique, c'est-à-dire que le comportement de chacun est déterminé en fonction des anticipations du comportement de l'autre. Ces problèmes sont modélisés à travers les célèbres théories des jeux, qui portent si bien leur nom. Elles consistent à représenter les comportements des acteurs à travers des matrices ou bien des arbres décisionnels. Si un partenaire adopte cette stratégie-là, alors l'autre fait ce choix-là. La décision s'appuie sur une optimisation et des estimations sur les probabilités du comportement adopté par l'autre agent. Selon le célèbre jeu dit du dilemme du prisonnier, qui est sans entente préalable et représente des choix simples, effort maximum ou effort minimum de la part du salarié et un salaire élevé ou un salaire faible de la part de l'entreprise, chacun anticipe qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'autre de fournir ce qui ne lui est pas favorable. Ce modèle montre que dans le cadre des hypothèses néoclassiques, la pire des situations survient pour les deux agents. C'est-à-dire un minimum d'effort et un minimum de salaire. Ce modèle est connu car il illustre la question qui surgit alors. Comment parvenir à la coopération? Comment conduire les deux agents économiques à la meilleure situation? Effort et salaire important. La solution consiste donc à trouver des mécanismes qui vont amener l'individu à agir comme le souhaite l'autre. Puisque dans la théorie néoclassique élargie, les agents recherchent leur intérêt personnel, l'idée est de susciter leur intérêt à agir dans le sens attendu par le principal. Ces mécanismes sont appelés incitatifs. L'objectif de ces théories économiques est donc de trouver les mécanismes incitatifs capables d'orienter les comportements comme le partenaire l'escompte. Ces questions sont bien résumées par l'expression de poignée de main invisible, proposée par Okun 17. En effet, le clin d'œil à la main invisible 18 renvoie au libre ajustement des lois du marché où les individus, tout en recherchant leur intérêt personnel, parviennent à l'optimum. La poignée de main invisible fait donc référence à des acteurs libres et intéressés agissant sur un marché, mais qui ont toutefois besoin d'un mécanisme qui engage leur entente, d'où l'ajout de la notion de poignée de main, qui marque la nécessité d'un contrat ou d'un accord spécifique pour atteindre l'optimum.
Ce vaste champ théorique, qui dépasse largement l'économie du travail, concerne les théories de l'incitation. Elles sont extrêmement nombreuses. Chaque auteur est capable de proposer un mécanisme incitatif différent, ou le perfectionnement d'un autre 19. En résumé, pour obtenir les efforts du salarié, l'entreprise élabore un ensemble de mécanismes qui suscitent l'intérêt du salarié à agir dans ce sens. Ces dispositifs sont l'objet d'études des théories de l'incitation. Parmi toutes ces théories, il en existe qui présentent la culpabilisation comme un mécanisme incitatif capable d'influencer le travailleur afin qu'il produise les efforts souhaités. Après avoir compris les concepts économiques mobilisés, nous allons à présent pouvoir nous attarder sur ce modèle qui intéresse fortement notre étude économique du sentiment de culpabilité. L'idée que la culpabilisation soit une forme de manipulation qui permette d'obtenir les comportements attendus est cohérente avec ce que les autres disciplines nous ont appris. Les auteurs étaient nombreux à expliquer que la culpabilité pouvait être influencée par des facteurs extérieurs à l'individu, liés à son environnement. Au-delà de ce modèle précis, nous réfléchirons également à des extensions possibles, à d'autres applications envisageables. 2. Sentiment de culpabilité et incitation à l'effort. Les études menées par Laséard lui permettent d'affirmer que la culpabilité est essentielle dans l'incitation au travail. Elle est internalisée 20. Elle est essentielle surtout quand la production d'un salarié ne peut être constatée par ses pairs. Laséard, 1994, page 5. L'entreprise a donc, selon lui, la possibilité de diffuser et d'entretenir le sentiment de culpabilité afin d'obtenir davantage d'efforts de la part de ses salariés. Il cite l'armée où ce concept a d'autant plus d'importance que l'inaction d'un soldat est inobservable par ses collègues. Ainsi l'armée veille à développer ce sentiment 21, puisque c'est par un sentiment de culpabilité, envers ses camarades, qu'un soldat est amené à accomplir des actes qu'il ne ferait pas volontiers de lui-même. Ibidem, page 5. Le sentiment de culpabilité est l'un des facteurs qui permettent au groupe de pairs de faire pression pour éviter la dérobade au travail et les problèmes de cavalier libre. Candle, Laséard, 1992. Les pressions du groupe sont importantes comme facteur de motivation réelle. Cette pression opère entre autres, par le biais du sentiment de culpabilité. Ce dernier nécessite un niveau d'investissement passé important. La logique veut que l'endoctrinement conçu pour inculquer le sentiment de culpabilité est plus important quand l'action des travailleurs n'est pas observable. Ibidem, page 816. La culpabilité est présente chez chaque individu. L'entrepreneur ou tout autre leader peut tenter d'en renforcer l'impact. Il lui suffit de développer des campagnes de communication. Des modèles économiques introduisent la possibilité pour l'entreprise d'insuffler des pénalités mentales. L'organisation a la possibilité d'influencer des variables d'ordre moral, Berthe, 2001, en ayant recours concrètement au discours et à la propagande pour accroître le sentiment de culpabilité qui est modélisé comme une pénalité au choix de ne pas travailler comme il faudrait. Marc Casson, 1991, avec son ouvrage The Economics of Business Culture, est le plus passionnant et le plus important des auteurs pour l'étude de la culpabilité du travailleur dans le cadre bien précis où cette culpabilité peut être intégrée dans une fonction d'utilité. Il développe les multiples façons de manipuler ce sentiment, afin d'obtenir les efforts. Nous proposons de présenter ici une version inspirée de son approche. On se réfère ici au premier des différents modèles exposés dans son ouvrage, et également à une version simplifiée afin de respecter l'engagement de rester accessible aux non-économistes, et de ne pas le perdre dans la formalisation mathématique. Le parti pris est de ne pas exposer les nombreuses démonstrations compliquées et les graphiques qui pourtant, donnent de la rigueur. L'objet de notre étude ici n'est pas de demander au lecteur de se concentrer sur la complexité mathématique et d'y consacrer son énergie, mais de se focaliser précisément sur la notion de culpabilité, la façon dont elle est étudiée, la façon dont elle est utilisée, etc. Les réflexions sur le sens des hypothèses et la portée des conclusions sont les préoccupations principales. L'effort, selon cette approche, représente une quantité donnée de travail supplémentaire souhaitée par le leader, Casson, 1991, pp. de 9 à 52. Le travailleur qui ne déploie pas l'effort requis
ressent un sentiment de culpabilité. L'individu a le choix entre fournir ce niveau d'effort ou pas. L'entrepreneur ou un leader national souhaite davantage d'efforts. Il procède à une manipulation morale qui tente d'influencer l'intérêt du salarié à agir dans le sens souhaité. La stratégie consiste ici à accroître le sentiment de culpabilité, puisqu'il est ressenti de façon désagréable par le travailleur qui ne produit pas l'effort attendu. L'entrepreneur met alors en place une politique de communication afin d'influencer le sentiment de culpabilité de ce que l'auteur appelle les disciples, et qui peuvent être les travailleurs. En ce sens, parler de manipulation et de propagande n'est pas un abus de langage. La stratégie de communication est analysée comme un dispositif particulier d'incitation. Il est ainsi possible pour l'entreprise ou pour un leader national d'utiliser le discours afin d'augmenter le sentiment de culpabilité qui constitue une pénalité au choix de ne pas travailler davantage. Concrètement, pour établir un climat moral, le leader a deux tâches séparées. La première est d'établir une norme. En réalisant un consensus dans le groupe sur ce qui constitue le dévouement et le relâchement dans son travail. Il établit une perception commune. La seconde tâche est d'associer de la culpabilité au relâchement. Casson, 1991, page 31, 22. La matrice stratégique du travailleur est la suivante. D'après Casson, 1991, page 32, et Berthe, 2001, page 42. Ainsi, en se dévouant, le travailleur produit I et reçoit une rémunération proportionnelle à sa production, c'est-à-dire alpha I, mais il supporte un coût qui est l'effort fourni supposé lui procurer de la peine 23. Ce choix stratégique lui procure donc au total, alpha YE. En ne délivrant pas l'effort supplémentaire souhaité par le leader, il produit moins, c'est-à-dire I delta I et reçoit une rémunération égale à A. I delta I. Mais il supporte une peine qui est le sentiment de culpabilité, G. Supposé désagréable, il représente donc un coût pour lui. Ainsi il perçoit au final, A. I delta Y, G. La culpabilité est donc perçue ici comme une pénalité que s'inflige le salarié qui ne travaille pas autant qu'il le faudrait. Elle s'exprime par G avec G0. Tous les salariés ne réagissent pas de la même façon face à l'incitation de nature morale menée par l'entreprise. Autrement dit, chaque individu a différentes sensibilités à la manipulation de sa culpabilité. La sensibilité représente l'ampleur selon laquelle une intensité donnée de manipulation par le leader agit sur le sentiment de culpabilité du disciple. La sensibilité s'écrit S, et elle s'étale sur une échelle de 0 à 1. Casson, 1991, page 31. S est supposé être uniformément réparti dans la population 24. On représente l'intensité de la manipulation par θ, qui est mesurée par la quantité de temps consacré à la propagande morale, θ. Pour tout individu, l'intensité de la culpabilité est le produit de l'intensité de la manipulation morale, qui est spécifique au leader, et du facteur de sensibilité qui est spécifique au disciple. Ibidem, page 31. Au final G égale S. θ. Le salarié choisit donc le dévouement si alpha YE, alpha, I delta Y, G. Donc 25 si S, E alpha delta I, θ. Du côté du leader, son utilité est égale à U égale YQ delta Y, C. Q représente la proportion de salariés qui ne fournissent pas l'effort supplémentaire attendu. On relève que Q est aussi appelé le taux criminel. Étant donné que le dévouement est choisi si S avec S égale E alpha delta I, θ, alors Q égale Fs, d'où Q égale E alpha delta I, θ. C incarne l'ensemble des coûts qui s'expriment par C égale CF plus CV, θ plus alpha, YQ delta I, où CF sont les coûts fixes et CV les coûts variables. La solution recherchée passe par la maximisation de l'utilité du leader qui s'exprime par U égale YQ delta Y, C26. On démontre 27 que la manipulation est avantageuse si l'inégalité suivante est respectée. 2, 1 alpha 1 demi. Delta Y, E a dit. CV 1 demi plus delta I 1 alpha, plus grand que confère. Ces résultats peuvent être présentés graphiquement. L'incitation à l'effort par la manipulation optimale. Schéma d'après Casson, 1991, page 38.
Pour θ plus petit que E alpha delta I, la manipulation n'est pas suffisante pour agir sur la culpabilité du salarié et l'inciter à fournir davantage d'efforts. VWV représente la valeur attendue de la production. À gauche de W, tous les salariés ont choisi le relâchement. À droite de W, les salariés choisissent entre le dévouement ou le relâchement. La courbe WV est croissante car les salariés sont de plus en plus nombreux à opter pour le dévouement, c'est-à-dire à fournir davantage d'efforts au fur et à mesure que la manipulation augmente. YY correspond à la production par tête dans le cas où tous les travailleurs fourniraient l'effort associé au dévouement. CC décrit le coût supporté par l'employeur. EE détermine l'utilité maximum obtenue par le leader dans la mesure où il représente l'écart entre la production et le coût supporté. Les conditions d'application de ces modèles peuvent être précisées. L'auteur revendique la possibilité de concilier à la fois l'existence d'une dimension éthique au comportement humain et le postulat de maximisation. Le sentiment de culpabilité possède une dimension morale. Mais il est ressenti. Il appartient donc au registre émotionnel. La culpabilité est, selon cet auteur, une émotion éprouvée à l'égard de sa propre action. La méthodologie économique se prête parfaitement à l'intégration de tels paramètres. L'émotion est simplement un élément de la structure de préférence et peut donc être traitée par l'analyse habituelle d'optimisation. Casson, 1991, page 28. Le sens moral incarné par le sentiment de culpabilité est à l'origine inné. Il est aussi manipulé par les parents ou toute personne prise comme référence, que ce soit des hommes politiques ou religieux, etc. Ibidem. Plus les salariés forment un ensemble stable et de petite dimension, plus la propagande est efficace. La qualité de l'incitation morale dépend de la combinaison de plusieurs facteurs liés aux caractéristiques du leader, du groupe et de la situation. Ibidem, page 52. Ces facteurs influencent le coût de la manipulation, l'effort et la production. Les exemples pris par l'auteur sont nombreux. Ainsi, un charisme fort chez le leader réduit le coût de la manipulation. La dispersion géographique des travailleurs accroît le coût de la communication. Un climat difficile ou des salariés en mauvaises conditions physiques augmente le coût de l'effort. Une homogénéité culturelle et ethnique centrée sur des traditions religieuses fortes et des rituels sociaux manifestes ont tendance à augmenter la sensibilité morale. Ainsi, les traditions à la fois culturelles et géographiques d'un groupe affectent l'intensité de la manipulation. IB, page 42. En fait, l'auteur insiste surtout sur les différentes qualités de leadership, capables d'influencer les performances et les comportements individuels des disciples qui sont pour l'essentiel des travailleurs. Casson, 1991, page 30. Il souligne l'importance des qualités morales que doit détenir le leader qui a en charge de la manipulation morale. Il doit être en accord avec les valeurs de la société. L'incitation morale est sensible aux qualités personnelles du leader, déterminées par ses origines familiales et par son affiliation religieuse, et de l'environnement culturel dans lequel il opère. Ibidem, page 260. Le leader personnifie la ressource morale, il est pris en exemple. Le modèle présente une manipulation par un seul leader. L'auteur précise qu'en réalité de multiples influences interviennent. L'œuvre de Casson ne traite pas que du sentiment de culpabilité. Il s'intéresse surtout à la confiance qui est la perception de valeurs partagées. Elle se construit entre les différentes personnes d'un groupe. La préoccupation de l'auteur est l'élaboration d'une part de la plus grande confiance possible dans l'engagement moral de chacun, et d'autre part d'une perception optimiste sur l'honnêteté des autres, autant de facteurs qui conditionnent l'efficacité économique. Accroître le sentiment de culpabilité individuelle participe à cet objectif supérieur, en contribuant à favoriser l'éthique dans les choix économiques. 28. La force de l'analyse de Casson est d'avoir proposé de multiples déclinaisons de son modèle de base. Il l'affine et le perfectionne au fur et à mesure. Le modèle simplifié, présenté ci-dessus, correspond à une situation où le leader est altruiste, c'est dans l'intérêt commun qu'il cherche à influencer le sentiment de culpabilité éprouvé par des travailleurs. Le leader fait également preuve d'une approche éthique que Casson qualifie d'étroitement matérialiste. De plus,
Les efforts fournis sont supposés être indépendants les uns des autres 29. Tout au long de son étude, Casson lève successivement les différentes hypothèses, sophistiquant ainsi son approche, pour examiner différentes situations et s'approcher progressivement de la réalité. Par exemple, le leader peut chercher à influencer le sentiment de culpabilité dans son intérêt à lui. Par exemple, l'effort fourni peut être lié au travail délivré par les collègues et il devient le fruit d'interactions. Par exemple, les travailleurs peuvent s'unir et former des coalitions. Par exemple, il étudie différentes conceptions éthiques qui caractérisent le leader qui procède à la manipulation. Ce leader peut aussi être matérialiste au sens large, utilitariste, ou avoir une éthique prononcée du travail. À chaque fois, sa fonction d'utilité qui est maximisée prend une allure différente. Les modèles de Casson vont au-delà de la production d'efforts du salarié. Ils traitent aussi des relations commerciales et des relations d'affaires. La culpabilité y joue un rôle essentiel dans les stratégies de tricherie ou d'honnêteté qui sont modélisées. La volonté d'échapper à la culpabilité conduit l'individu à être honnête et à s'autocontrôler. Casson, 1991, page 256. Au-delà de la diversité des cas étudiés par Casson, l'atout majeur de son étude est qu'elle reste encore perfectible. C'est la grande puissance de ce type de modèles économiques. Si les hypothèses sont trop restrictives ou gênantes, le modèle laisse parfaitement la possibilité de les modifier. Il ouvre ainsi un large champ d'analyse possible. Ce modèle apporte plusieurs résultats qui retiennent particulièrement notre attention. Le degré de manipulation optimal pour l'entreprise n'atteindra pas tous les salariés. Ainsi, à l'équilibre, il subsiste un petit nombre de travailleurs qui n'ont pas été convertis et qui ne fournissent pas l'effort supplémentaire. La manipulation optimale pour l'entreprise n'est pas suffisamment forte pour parvenir à culpabiliser les salariés qui ont la plus faible sensibilité à la manipulation. Ce résultat est intéressant, dans la mesure où il montre bien que le pouvoir d'influence sur les individus a des limites 31. Par ailleurs, l'auteur utilise un procédé intéressant. Le leader peut avoir recours à la culpabilisation, mais une autre stratégie est à sa disposition, le contrôle. Il compare leurs coûts, d'un côté les coûts liés à la communication, d'un autre côté les coûts liés à la surveillance et à la sanction. L'auteur s'attache à démontrer que les coûts de la manipulation des valeurs morales sont inférieurs et que cette stratégie est plus efficace que le contrôle pour obtenir des efforts. La théorie qui est présentée s'applique aussi bien pour un entrepreneur qui cherche à influencer la culpabilité de ses salariés que pour un leader national. Cette analyse établit de manière parfaitement claire que la manipulation peut être étudiée soit à l'échelle locale pour influencer un groupe de disciples restreint, soit à l'échelle nationale. C'est important pour notre analyse de retenir que la culpabilisation peut avoir lieu aussi bien à l'échelle locale d'une entreprise qu'à l'échelle globale de toute une nation. L'auteur dépasse le niveau du manager d'une organisation, en pensant qu'un leader a les moyens d'agir de manière délibérée et calculée sur le sentiment de culpabilité de la population. Un leader national qui souhaite des comportements économiques plus efficaces a intérêt à agir sur le sentiment de culpabilité de manière à obtenir des comportements qui aillent dans le sens de l'honnêteté. En effet, si les agents économiques font davantage le choix de la probité, la confiance est favorisée dans les échanges économiques. Et cette confiance est indispensable à la performance économique. Finalement, l'introduction du sentiment de culpabilité est un moyen qui permet à l'auteur d'introduire la dimension éthique qui lui est chère dans les échanges économiques. Cette éthique permet la coordination des comportements basés sur la confiance. L'ajout du sentiment de culpabilité dans la fonction d'utilité modifie les interactions entre acteurs de façon à les conduire davantage à la coopération. En pratique, les individus ont suffisamment d'imagination et d'empathie pour considérer les conséquences de leurs actions sur les autres et pour en recevoir des compensations qui soient des récompenses et des punitions purement internes. Les individus qui sont engagés moralement peuvent reconnaître le potentiel d'engagement moral des autres. Une simple théorie de la nature humaine est, après tout, que les autres personnes sont comme moi. Casson, 1991, page 16. L'auteur présente la culture comme un paramètre capital pour l'efficacité économique d'un pays.
Ce point est également important pour notre étude. La culture incarne un ensemble de valeurs morales. Casson démontre qu'elles améliorent considérablement la performance économique. Cette dernière dépend en grande partie des coûts de transaction qui peuvent être épargnés par le règne d'un certain nombre de valeurs. La moralité peut surmonter des problèmes que des procédures formelles, qui s'appuient sur les contrôles de la conformité avec les contrats, ne peuvent pas résoudre. Une culture forte réduit donc les coûts de transaction et augmente les performances. Le succès d'une économie dépend de la qualité de sa culture. Ce point n'est pas nouveau. Il a été très souvent souligné par les sociologues, les anthropologues, les psychologues sociaux et les historiens, sans mentionner les politiques et les prédicateurs. Mais ce point peut paraître nouveau pour beaucoup d'économistes, qui se sont cachés à eux-mêmes l'évidence en adoptant une vue restreinte de la nature humaine. Avec certaines modifications mineures aux techniques de modélisation de l'économie standard, une perception plus large capable d'incorporer la culture peut être aisément développée. Ibidem page 3. Elle dépasse l'échelle individuelle mais ses valeurs morales, propres à la société, au pays, à la religion, caractérisent une culture dans laquelle baigne l'individu et elle joue un rôle dans ses choix économiques. La culture peut influencer les objectifs de celui qui prend les décisions et sa perception des contraintes. Au final, cela influence tous les aspects des comportements individuels de différentes manières. Ibidem page 13. Cette analyse suppose donc aussi l'existence de valeurs morales environnantes qui caractérisent une société. Ces valeurs ont encore plus d'importance dans l'économie d'aujourd'hui. En effet, le besoin d'innovation, de formation, de flexibilité, etc. sont des facteurs qui rendent la loyauté ou la confiance encore plus nécessaires. IB page 12. Selon cet auteur, le sentiment de culpabilité est finalement assimilé à un mécanisme d'autocontrôle. La culpabilité est intégrée par l'individu. Grâce à elle, l'individu est capable de s'infliger des autopunitions en cas de comportement déviant. Il devient autodiscipliné, plus besoin de mécanismes de punition externes. La culpabilisation est simplement un processus qui va tenter de renforcer le sentiment de culpabilité préexistant chez la personne. Selon le mécanisme moral, les personnes se punissent elles-mêmes pour des comportements antisociaux, mieux que par l'intermédiaire d'une tierce partie, comme un système légal qui le ferait pour elles. Le système moral transforme les individus en agents autocontrôlés, et évite donc les coûts de contrôle externe. Casson, 1991, page 17. Le sentiment de culpabilité est bien une punition que l'on s'inflige à soi-même, qui émane d'un individu qui est autocontrôlé. Ibidem page 28. 3 critiques internes au modèle de Casson. Nous allons dresser un panorama critique de ce modèle. Il s'agit de critiques internes, dans la mesure où pour l'instant 32, nous admettons et retenons le cadre de la méthodologie néoclassique élargie. La démarche consiste à ne pas mettre en cause ce cadre, mais à mettre en lumière les difficultés que pose ce modèle tel quel. Le lecteur qui ne rejette pas l'usage de la théorie néolibérale pour l'étude du sentiment de culpabilité, y trouvera donc aussi des sources d'amélioration et d'approfondissement pour ces modèles. D'autres lecteurs commenceront à y trouver quelques réserves à l'égard du traitement du sentiment de culpabilité par cette théorie économique. L'incitation passe par une politique de communication. Mais l'auteur donne très peu d'indications sur la manière d'élaborer concrètement cette manipulation. Il insiste sur les conditions d'application, comme par exemple les qualités du leader, mais il reste vague sur le contenu précis des messages diffusés ainsi que sur leur forme. Son approche a très peu de portée pratique. Le modèle étudié consiste à culpabiliser le salarié à travers les vecteurs de la communication. Accroître la culpabilité a pour effet d'augmenter une souffrance interne. C'est donc par le biais d'un malaise psychique qu'on cherche à obtenir davantage d'efforts. Manipuler un mal-être d'ordre mental pour obtenir les efforts du salarié est une première source de questionnement. Nos interrogations sont d'abord de nature éthique 33, puisque ce procédé participe au développement de nouveaux risques et de nouvelles formes de stress au travail, de dessus le Moustier, Douguet 2010. Il peut contribuer au développement de nouvelles souffrances d'ordre psychique. Le sentiment de culpabilité est ressenti douloureusement. Pour l'éviter, le salarié fournit l'effort attendu.
L'incitation consiste donc à accroître cette peine. Accroître la manipulation, θ, contribue bien à accroître le sentiment de culpabilité, G = θ. Ce qui revient à jouer sur la souffrance psychique pour obtenir plus d'efforts. Nos interrogations se formulent également en matière de performance. Le modèle parle d'efforts supplémentaires. Davantage d'efforts sont recueillis. Mais ce raisonnement est en fait uniquement d'ordre quantitatif. Or, pour nous, l'effort a également une dimension qualitative. Tout effort ne se distingue pas uniquement selon un axe qui s'étend du moins vers le plus. Par contre, en adoptant un raisonnement qui admet l'existence d'efforts qualitativement différents, il est alors permis de se demander si la culpabilisation permet d'obtenir des efforts d'aussi bonne qualité. Si la pression psychique et morale permet vraiment d'obtenir plus d'efforts, permet-elle vraiment d'obtenir des efforts de qualité identique ? Ceci étant dit, ce point nous semble être la voie d'approfondissement enrichissant pour ce modèle. Les fonctions d'effort seraient certes bien plus complexes. S'il fallait retenir ces modèles, il nous semble donc essentiel de les perfectionner en intégrant dans l'analyse, non pas seulement la question d'obtenir davantage d'efforts d'un point de vue quantitatif mais également les questions portant sur l'obtention de différentes formes d'efforts 34. Ce modèle parle de la culpabilité comme si elle était uniforme. Or, il n'y a pas seulement, comme le supposent ces modèles, une sensibilité différente à la culpabilisation, il y a aussi différentes formes de culpabilité. Le sentiment de culpabilité n'est pas une entité homogène, une et entière. Par conséquent, il faudrait créer des fonctions d'utilité intégrant des culpabilités de nature différente selon les individus. Avec les deux arguments précédents mis côte à côte, ces modèles gagneraient donc également en pertinence en introduisant en parallèle une culpabilité associée aux différentes sortes d'efforts de la part du salarié et une culpabilisation à l'égard de chacune d'elles de la part de l'entreprise. Mais ces modèles atteindraient, du même coup, un degré de sophistication mathématique très élevé 35. Les deux stratégies présentées par Casson sont binaires. Relâchement ou dévouement en ce qui concerne le choix de produire un effort supplémentaire. Cette alternative se réfère à une norme établie par l'entreprise. La culpabilité est éprouvée avec le choix du relâchement. À notre avis, la culpabilité ressentie par le salarié est beaucoup plus personnelle et beaucoup plus subtile que ne le suppose cette alternative. Les normes du dévouement établies par l'entreprise ne correspondent pas forcément à ce que le salarié considère comme juste 36. Nous pensons, en retenant l'idée que le salarié éprouve effectivement une culpabilité, qu'elle est néanmoins le fruit de son histoire, de sa personnalité, de son environnement, etc. Ainsi la culpabilité qui est éprouvée à ne pas fournir certains efforts peut ne pas correspondre à celle qui est précisément attendue par l'entreprise. Il est possible que le salarié n'éprouve aucun sentiment de culpabilité à ne pas délivrer plus d'efforts parce qu'il estime en fournir assez. Il est envisageable que le salarié éprouve de la culpabilité à ne pas produire certains efforts qui correspondent à une obligation morale selon sa propre éthique personnelle, mais que ces efforts-là ne soient pas exactement ceux qui sont souhaités par l'entreprise. Mais encore, il peut parfaitement survenir que fournir l'effort, pourtant attendu par l'entreprise, provoque même un sentiment de culpabilité chez le salarié. C'est le cas quand il reçoit un ordre qu'il réprouve. Par exemple, un banquier qui refuse d'avancer une somme d'argent à un érémiste qui en a besoin peut se sentir coupable d'appliquer pourtant une règle fixée par l'entreprise. La culpabilité existe quand le travailleur ne produit pas le niveau d'effort qui est fixé, au regard d'une norme. C'est important. Mais cette norme n'est pas forcément identique chez un travailleur et son manager, et le sentiment de culpabilité à ne pas produire des efforts survient s'ils sont en résonance avec son éthique personnelle. L'éthique à laquelle se réfère l'entreprise dans ce modèle est en réalité celle de la performance et du dévouement. Cette éthique n'est pas forcément celle qui guide le travailleur. D'ailleurs, Casson souligne bien que le leader qui procède à la manipulation doit être porteur des qualités morales de la société. Il s'agit d'une condition qui pose un certain nombre de difficultés. En fait, nous pouvons comprendre que Casson souhaite une espèce d'harmonie sociale pour obtenir l'efficacité maximale de ces modèles qui correspondent à la performance maximale. D'abord,
C'est paradoxal car d'un côté c'est un auteur qui a le mérite de souligner l'importance des valeurs morales pour un meilleur fonctionnement de l'économie de marché, mais d'un autre côté, la condition est le partage des valeurs morales de la culture des affaires. Ensuite, les leaders sont bien porteurs et transmetteurs des qualités morales. L'auteur insiste bien sur l'importance de leur éducation et de leur religion pour acquérir ces valeurs. Mais il ne résout pas la question de la désignation de ces leaders. Par contre, il possède les valeurs morales spécifiques à la business culture, comme l'indique le titre même de son ouvrage. Enfin, il est possible de se poser la question de savoir s'il est vraiment absolument souhaitable de tendre vers une harmonie morale, quelle qu'elle soit 37. Le degré d'effort est normalisé entre le relâchement et le dévouement. L'effort correspond à un certain niveau de production, car l'auteur suppose que tous les travailleurs ont les mêmes capacités. Toutefois, si cette hypothèse est levée, les travailleurs les moins compétents seront plus découragés si la norme d'effort est trop élevée. Casson, 1991, page 45. A contrario, une norme d'effort trop faible pousse les plus compétents au relâchement car leurs moindres efforts leur permettront d'atteindre la norme malgré tout. Dit autrement, pour une norme d'effort moyen, les moins compétents peuvent avoir davantage tendance au relâchement, car découragés de ne pas atteindre la norme avec le dévouement, de même que les plus compétents peuvent être davantage tentés par le relâchement, car atteignant la norme moyenne sans dévouement. L'auteur ne porte pas plus loin ces considérations. De notre côté, l'apport du salarié à l'entreprise étant double, son effort et ses compétences, nous pensons qu'il est envisageable que le salarié soit également capable d'éprouver de la culpabilité à l'égard des compétences qu'il détient, que cette culpabilité soit justifiée ou pas, qu'elle soit influencée par l'attitude de l'entreprise ou pas. Elle est subjective. Il conviendrait de l'introduire à part entière dans le modèle. Les questions subsistent. Une fois menée la campagne de culpabilisation, s'arrête-t-elle ? Une politique de culpabilisation instantanée atteint-elle définitivement le sentiment de culpabilité ? C'est peu probable. Si elle se répète, à quel rythme est-elle diffusée ? La succession de campagnes de communication permet-elle de continuer à accroître le sentiment de culpabilité dans les mêmes proportions ? Ou plus probablement n'atteint-elle pas un seuil de saturation temporelle ? Les individus n'ont-ils pas la capacité de s'habituer ? L'accumulation des campagnes de communication ne risque-t-elle pas de générer des effets pervers ? Comment entretenir la culpabilisation dans la durée ? Les difficultés à apporter des réponses fiables et modélisables montrent à nouveau les limites de ce type de modèle. Pour soulager le désagrément du sentiment de culpabilité, la solution à la disposition du salarié est l'action, en l'occurrence par la production d'efforts. Or, nous savons grâce aux psychologues que le travailleur a aussi d'autres solutions. Il a d'une part la possibilité de modifier sa perception de la culpabilité, et d'autre part, il peut aussi analyser son sentiment et le combattre rationnellement sans pour autant modifier son comportement. La théorie de Casson ne retient que la possibilité de l'action 38. Le sentiment de culpabilité a une dimension strictement personnelle. Il est subjectif, et est propre à la personne considérée d'après tous les psychologues. Dans le modèle de Casson, le sentiment de culpabilité est une donnée uniforme, c'est la sensibilité à la manipulation qui est variable d'un individu à l'autre. L'hypothèse la plus critiquable est de considérer que la sensibilité à la manipulation est uniformément répartie sur une population supposée infinie. Pour nous, les individus n'ont pas seulement plus ou moins de sensibilité à la manipulation d'un point de vue quantitatif, mais aussi et surtout d'un point de vue qualitatif. C'est-à-dire que chaque individu réagit à une propagande particulière qui touche son éthique personnelle. Nous l'avons évoqué ci-dessus d'un point de vue technique, en vue d'une éventuelle sophistication de la fonction mathématique. Mais surgit ici un autre point de vue critique essentiel qui porte cette fois-ci sur l'uniformité de la communication que suppose le modèle de Casson. Une propagande identique est délivrée à tous les salariés. Or, puisque le sentiment de culpabilité est propre à chaque individu, pour que la culpabilisation soit efficace, elle doit être spécifiquement adressée à chacun. Si la communication, organe de culpabilisation, est adressée de façon uniforme et collective,
On peut légitimement douter de sa pertinence car elle ne pourra pas toucher tous les individus de la même manière, et ce n'est pas une question d'intensité mais de résonance et d'adéquation aux paramètres de sa propre culpabilité. Par contre, si la communication est personnalisée, par exemple à travers des entretiens individuels, et ajustée à chaque personnalité, une meilleure efficacité peut être envisagée. Pourtant, elle se heurte à d'autres obstacles car il apparaît peu probable que les entreprises aient les capacités d'identifier toutes les dimensions éthiques de chacun des individus qui la composent. Mais à supposer que ce soit possible, le temps et l'argent à y consacrer seraient tels qu'on peut douter de leur rentabilité. Par ailleurs, l'étude des philosophes et des psychologues nous apprend qu'il existe une culpabilité morbide. Elle est paralysante et empêche d'agir. Il démontre bien qu'un sentiment de culpabilité exacerbé peut conduire à l'inaction. L'individu est entravé dans son épanouissement. L'analyse philosophique et psychologique nous a permis de relever qu'il existe un sentiment de culpabilité positif, perçu par les individus comme un signal pour avancer, se corriger, se dépasser. Mais il existe aussi une culpabilité appelée morbide, qui paralyse l'action de l'individu qui le conduit à la rumination, à l'impuissance et à la souffrance mentale. Cette conclusion conduit à penser que la culpabilisation du salarié peut ne pas accroître son effort, mais seulement son malaise psychique. La culpabilisation des travailleurs ne les rend pas forcément tous plus performants, mais peut au contraire accroître seulement le mal-être au travail. Sans compter que l'économiste ne prend pas en considération la capacité du travailleur à conserver ses souffrances hors du temps de travail. De plus, les philosophes et les psychanalystes ont montré que le sentiment de culpabilité exacerbé par un pouvoir qui organise l'institutionnalisation de la culpabilisation favorise les comportements normalisés et conditionnés. La culpabilisation à outrance conduit à l'immobilisme et à la rigidité, autant de comportements parfaitement dommageables pour les entreprises qui ont davantage besoin aujourd'hui d'adaptation, de réactivité, de prise de risque et d'initiative de la part de leurs travailleurs. Deux conclusions s'imposent. En retenant l'esprit et la méthode de cette modélisation économique, l'introduction du sentiment de culpabilité dans une fonction d'utilité, nous sommes très réservés quant à l'efficacité supposée des politiques de culpabilisation sur l'effort du salarié. L'analyse des politiques de communication qui visent à culpabiliser le travailleur reste intéressante et parfaitement envisageable, mais nous ne sommes absolument pas convaincus, dans le cadre présenté ici, de leur performance réelle. L'idée d'une relation entre sentiment de culpabilité et effort fourni au travail est passionnante et déjà rencontrée avec les autres disciplines. Mais la formalisation de cette relation, telle qu'elle est proposée ici, suscite un certain nombre de réserves. Les courroies de transmission entre culpabilité et effort ne sont certainement pas aussi parfaites que le prétend cette théorie. Nous avons envisagé des pertes et des frottements, et nous avons expliqué que le résultat peut déraper vers davantage de souffrance au travail. Si la culpabilisation génère certainement des efforts supplémentaires, ce n'est sans doute pas de manière aussi optimale. Contrairement à ce que prétendent ces modèles, il n'existe pas d'effort homogène, l'effort est constitué d'un ensemble de tâches de nature très différente. De plus, le sentiment de culpabilité en conformité avec une éthique personnelle au travailleur s'exprime différemment pour chacun de ces efforts. Il est toujours envisageable de perfectionner ces modèles, mais il n'est absolument pas certain que l'ultra-sophistication mathématique 39 qui en résulterait maintienne leur pertinence. 2.1.2 Prolongement. Une fois posée la technique de la modélisation, et une fois ouverte la possibilité de l'introduction d'une émotion dans une fonction d'utilité, le champ d'application est gigantesque. Il est alors possible d'extrapoler plusieurs usages du sentiment de culpabilité par les théories de l'incitation. La théorie néoclassique élargie est une méthode. Elle constitue la pratique de base en économie. Elle se consacre ensuite à de nombreux sujets. Nous allons réfléchir à son utilisation pour le sentiment de culpabilité. Pour le moment, nous jouons le jeu d'appliquer cette technique à notre sujet d'étude. Nous allons donc cette fois, non pas nous appuyer sur un modèle établi, mais essayer d'en envisager d'autres.
Cette partie montre que les voies de prolongement du traitement du sentiment de culpabilité par les théories de l'incitation sont nombreuses. Nous allons tenter d'en proposer quelques-unes. Le lecteur prendra ces suggestions comme des approfondissements possibles du traitement économique du sentiment de culpabilité, comme des ouvertures qui nécessitent davantage d'investigation s'il les trouve stimulantes. Un sentiment de culpabilité, énorme d'effort. Le modèle élaboré par Akerlof, 1982, est une première source d'inspiration. Il s'appuie sur des travaux sociologiques de différentes natures 40, pour les intégrer dans une approche économique standard. Il explique l'existence et la persistance d'un salaire supérieur à celui du marché et donc au chômage 41, involontaire 42. En effet, l'entreprise a intérêt à fixer un salaire supérieur à celui du marché et à se montrer indulgente à l'égard des salariés les moins productifs 43, elle fait ainsi un don aux salariés. Les travailleurs qui le reçoivent ont le sentiment d'être bien traités et offrent, en contrepartie, le contre-don qui repose sur un niveau d'effort moyen supérieur au plancher édicté par la firme et les plus performants s'arrangent pour compenser les faiblesses des plus défaillants. Ce modèle qui appartient aux théories du salaire d'efficience est appelé le modèle du don contre don. Il reste dans la logique des modèles incitatifs, en répondant à la question des mécanismes qui stimulent l'effort. Ce modèle est formidablement riche. Tout en conservant l'approche économique standard, il intègre de nombreux paramètres nouveaux et essentiels pour les nouvelles théories du marché du travail 44. Toutefois, ce modèle reçoit une critique importante, à savoir sa prétention à traiter, au sein d'une approche économique standard, d'un sujet sociologique incompatible d'un point de vue méthodologique. En effet, Akerlof évoque bien les études de Mauss mais Battifoulier et Ali, 1992, reprennent toutes les caractéristiques des différentes versions du don contre don pour montrer son antagonisme avec les théories du salaire d'efficience 45. Au final, le verdict est sans appel. Le modèle d'Akerlof travestit le modèle du don contre don. Comme nous venons de le démontrer, l'approche sociologique du don contre don insiste fortement sur ce qui distingue ce type d'échange du rapport marchand. Le système du don réciproque s'oppose au rythme d'allocation des ressources par le marché. De ce fait, l'échange de dons est présenté dès l'abord comme un objet étranger à la science économique. Battifoulier et Ali, 1992, page 929. La méthode employée, basée sur une comparaison coût-avantage, fait perdre l'intuition du don, lequel suggère au minimum une part de non-calcul. Le modèle d'Akerlof, 1982, est plutôt un troc sophistiqué dans lequel les objets qui circulent tranchent avec la conception ordinaire des biens économiques. Mais ce n'est pas suffisant pour parler de don contre don. Ibidem, page 939. En premier lieu, la critique essentielle du modèle d'Akerlof repose sur sa référence à la théorie de Mauss. Or cette théorie anthropologique du don contre don est à l'opposé même de la logique marchande et des calculs d'intérêt 46. C'est presque une provocation de la part des économistes que de tordre ainsi cette théorie de façon à pouvoir la faire rentrer dans leur propre approche de la recherche d'intérêt calculé. La science économique a traditionnellement une démarche qui vampirise les autres disciplines en intégrant leurs avancées. C'est aussi ce qui fait sa force. Mais elle révèle ici ses excès. Elle se réfère à une analyse qui traite d'échanges qui, par essence, reposent sur des paramètres anthropologiques qui sont dans une dimension non calculatoire, non égoïste, non intéressée, non individualiste et non marchande et qui sont donc à l'opposé de l'optimisation économique. Selon nous, un premier moyen de dépasser cette polémique aurait été au minimum d'appeler différemment cette théorie économique, avoir la modestie et le respect à l'égard de la sociologie, de lui donner un autre nom 47. Nous serions alors plus à l'aise pour l'apprécier pleinement. En effet, elle possède déjà sa propre logique interne et cohérente et laisserait toute la place à cette autre approche du don contre don déjà prise par l'anthropologie. Lui changer de nom serait une première étape minimale. En second lieu, Akerlof, 1982, trouve une source d'inspiration avec Mauss pour traiter des relations qui unissent les êtres humains entre eux dans le souci de montrer que des liens supérieurs concernent aussi les groupes de travailleurs et leurs employeurs 48. L'auteur veut apporter un aspect anthropologique ainsi qu'éthique dans l'approche économique 49. C'est pourquoi, à notre avis,
L'intégration du sentiment de culpabilité dans un modèle similaire à Akerlof permettrait à la fois de donner la dimension de lien qui unit les individus les uns aux autres et la dimension éthique propre au comportement individuel. Et en même temps, il se conforme à la méthodologie standard en économie en l'intégrant dans une fonction d'utilité. À présent, en prenant un peu de recul par rapport au modèle tel qu'il est présenté par Akerlof, et en le prenant comme source d'inspiration, il peut être pris comme base de réflexion à des aménagements et à des voies de prolongement possibles. Le sentiment de culpabilité reste individuel, vécu avec subjectivité, générateur de désagréments. Il se prête à l'optimisation économique comme variable introduite négativement dans la fonction d'utilité. Akerlof parle de relations d'entraide développées entre collègues. Ces comportements reposent sur la morale personnelle de ces personnes. Le recours au sentiment de culpabilité se prête également à cette application. Il peut être éprouvé à l'égard d'un autre travailleur, en ne fournissant pas l'effort qui lui rend service. L'auteur se réfère à des normes d'effort. Elles possèdent une dimension éthique. Elles sont élaborées par rapport à de justes journées de travail, ou bien à un salaire juste, basé sur des comparaisons avec ce qui se passe à l'extérieur de l'entreprise 50. Le sentiment de culpabilité peut apparaître lorsque cet effort n'est pas produit. L'apport essentiel d'Akerlof est de montrer que la production d'efforts se réfère à une norme établie par le groupe de travailleurs, et non pas seulement par rapport à l'effort attendu par l'entreprise. À nouveau, le sentiment de culpabilité s'applique à ce cas. Ne pas se conformer aux normes de groupe peut générer un sentiment de culpabilité. D'ailleurs, les personnes utilisent la comparaison avec les autres comme un guide pour indiquer comment elles devraient se comporter ou comment elles devraient être traitées. Akerlof, 1982, page 552. Puis l'auteur décrit le petit enfant qui se réfère à ses parents pour déterminer sa conduite et qui se comporte comme il pense que l'adulte attend de lui. Une fois adulte, l'individu se réfère à la définition sociale de la situation donnée par des normes de la part des adultes environnants. Ibidem, page 552. Il est remarquable de relever la compatibilité de ces conceptions avec le sentiment de culpabilité. Les collègues de celles qui se montrent défaillantes pour des raisons personnelles redoublent d'efforts de façon à maintenir le degré d'effort moyen. Akerlof insiste sur cette observation. Il est intéressant de relever que si l'entreprise licencie la moins performante, alors les travailleurs réduisent leurs efforts. Le sentiment de culpabilité à ne pas se conformer aux attentes personnelles, du groupe ou de l'entreprise est en effet différent. Réciproquement, l'entreprise est classiquement représentée dans le modèle d'Akerlof par la figure du producteur qui est supposé être un acteur uni. Cet employeur qui reçoit de la part de ses salariés un niveau d'effort moyen satisfaisant traite bien ses salariés, en leur offrant un salaire supérieur à celui du marché et en respectant leur mode de fonctionnement, c'est-à-dire en ne sanctionnant pas la moins productive. En traitant de la clémence vis-à-vis des travailleurs, Akerlof introduit également une dimension morale au comportement de l'employeur. Il le présente comme un don de l'entreprise, auquel les travailleurs répondent par un contre-don. Si le sentiment de culpabilité pose moins de problèmes méthodologiques que la notion anthropologique de don, il est alors envisageable que les travailleurs se sentent coupables de profiter du comportement de l'employeur. Ne pas fournir l'effort requis n'est pas en adéquation morale et provoque un sentiment de culpabilité. Pour le chef d'entreprise, trahir ses salariés, nier les efforts supérieurs à la moyenne, génère un sentiment de culpabilité. Au lieu de parler de contre-don, de la part de l'employeur, il ressentirait un sentiment de culpabilité trop coûteux pour lui. L'avantage de ce procédé est de conserver la dimension éthique du comportement du travailleur et de l'employeur, mais de la rendre plus facilement traduisible dans une approche individualiste basée sur l'optimisation. Recevoir un présent et ne pas en profiter pour sanctionner, ne serait pas un contre-don mais s'épargner une souffrance morale. Le modèle du contre-don d'Akerlof fait partie des modèles économiques auxquels nous sommes attachés parce qu'il a la capacité d'intégrer de nombreux paramètres incontournables pour l'analyse des relations de travail. Cette relecture d'Akerlof, 1982,
à travers le prisme du sentiment de culpabilité, ouvre la voie à de nouvelles interprétations qui méritent d'être formalisées avec rigueur. 51. 2. La théorie du travail comme facteur quasi fixe. Nous étudions ici la possibilité de la culpabilisation directe des compétences détenues par le salarié, dans le but de l'inciter à se former, et aussi d'économiser des dépenses liées à la formation supportée par l'entreprise. L'apport essentiel du modèle du travail comme facteur quasi fixe 52, OI 1962, est la prise en compte que le coût du travail n'est pas strictement proportionnel aux quantités utilisées comme dans le modèle néoclassique de base 53. Il existe aussi des coûts fixes liés surtout, dans ce modèle 54, au recrutement et à la formation issue de l'appartenance à la firme. Une entreprise, qui connaît un nombre de travailleurs identique à une autre mais une plus forte rotation, supporte des coûts plus importants. Ce modèle permet donc aussi de concevoir que la relation d'emploi, d'une part, s'inscrit dans la durée et d'autre part, s'apparente davantage à un investissement qu'à un achat à un instant T. Il conserve l'idée que la productivité marginale du travail égale le salaire réel, mais il introduit simplement les coûts fixes en plus. Ainsi désormais la somme des productivités marginales, M55, égale la somme des coûts du travail sur longue période, c'est-à-dire avec H plus K égale coût fixe, H égale coût de recrutement et K égale coût de formation, W égale salaire et taxes diverses proportionnelles au travail, R égale taux d'actualisation, Ibidem 1962. Ce simple perfectionnement enrichit considérablement l'étude et les champs d'application de la relation salariale et ouvre les perspectives. 56. Au lieu de seulement pouvoir embaucher un salarié doté des compétences requises comme dans le modèle de base, l'entreprise dispose alors d'une large palette de choix. Elle peut, par exemple, recruter à un niveau de qualification inférieur et prévoir une formation. Elle peut embaucher à un niveau inférieur et offrir une promotion à un autre salarié. Elle peut avoir recours à l'intérim ou aux heures supplémentaires, etc. Elle étudie à chaque fois les avantages et les inconvénients financiers de chaque solution et tranche selon les critères d'efficacité standard en économie. Gazier 1992. Arrêtons-nous sur un exemple précis. Une entreprise qui recrute un salarié doté d'une productivité inférieure au niveau requis et qui choisit de lui proposer une formation spécifique. Pour simplifier, le coût quasi fixe se réduit alors au coût de cette formation 57, et le raisonnement se limite à 2 périodes. Au final, forcément, W0 plus H plus K plus W11 plus R égale M0 plus M11 plus R avec M0 plus petit que M1. La solution pour l'entreprise est d'offrir un salaire W1 après la formation qui soit supérieur 58 à W0, mais inférieur 59 à M1, afin de compenser le coût 60 de la formation 61. Le salarié au travail apporte ses efforts et ses compétences. Il peut éprouver un sentiment de culpabilité à l'égard de l'un ou l'autre. Les deux sont attendus par son entreprise. Cette dernière peut être tentée de culpabiliser le salarié sur ce deuxième terrain pour parvenir à ses fins. Elle peut chercher à influencer, cette fois, le sentiment de culpabilité par rapport aux compétences et aux capacités du travailleur. Le modèle d'OI est intéressant car il permet d'étudier l'introduction de cette culpabilisation. Nous parlons des formations engagées par l'entreprise. Par des campagnes de communication, par de la propagande 62 et par des entretiens d'évaluation, l'entreprise a les moyens de culpabiliser le salarié à propos des compétences qu'il détient. 63. Le premier intérêt de cette démarche est d'inciter le salarié à la formation et d'obtenir ainsi une meilleure productivité, une meilleure rentabilité du travail, une meilleure adaptation du personnel, etc. Mais surtout, la formation représente un coût important supporté par l'entreprise. Elle peut aussi reporter une partie du coût de la formation sur le travailleur, en le rémunérant moins que sa productivité marginale, ou en lui permettant seulement de conserver son emploi. La culpabilisation du salarié concernant ses compétences comporte ainsi un second avantage de taille. Elle permet d'économiser sur l'augmentation de salaire suite à la formation. Il s'agit de convaincre le salarié de l'inadéquation de ses compétences avec les attentes de l'entreprise. Il s'agit aussi d'insister sur la bienveillance de l'entreprise à son égard. Le salarié parvenant à éprouver un sentiment de culpabilité douloureux
se trouvera soulagé et satisfait de recevoir une formation. Cette satisfaction permet à l'entreprise d'atténuer l'augmentation de salaire espérée d'une formation. Il est moins coûteux de le culpabiliser, par le discours, que de devoir augmenter sa rémunération pour prendre en compte ce surplus de compétences. La culpabilisation par une campagne de communication adéquate permet soit de convaincre plus aisément les salariés de s'engager dans un processus de formation, soit principalement de les rémunérer à un niveau moindre que leur productivité de travail accrue par la formation. La culpabilisation permet de trouver un moyen de compenser les coûts de l'investissement dans la formation par l'entreprise. La formation est alors moins coûteuse et plus facile à réaliser. Le salarié accepte plus facilement d'être payé quasiment à l'identique, puisqu'il admet être juste parvenu à compenser ses incapacités supposées. Cette culpabilisation apporte ainsi un éclairage au fait que les salariés ne connaissent pas toujours d'augmentation de salaire après une formation, et l'acceptent. La modélisation est aisée à construire. Elle s'inspire du modèle d'OI, et introduit seulement le sentiment de culpabilité, G, dans la fonction d'utilité du salarié, et ajoute simplement le coût de la culpabilisation, C, au coût de la firme. Elle permet d'analyser le coût d'une campagne de communication, pour persuader le salarié de l'inadéquation de ses compétences par rapport aux besoins de son environnement de travail, afin d'étudier l'économie réalisée sur la réduction des augmentations de salaire qui découlent du modèle initial sans culpabilisation. La culpabilisation directe par l'entreprise à propos des compétences détenues par les salariés peut être ainsi formalisée afin d'illustrer que ce dispositif permet de limiter les coûts du financement de la formation, en ce qui concerne les augmentations de salaire qui en résultent, sinon, à cause de l'amélioration de la productivité marginale du travail. 3. La théorie des tournois. Ici, nous gardons encore l'idée de l'introduction du sentiment de culpabilité dans une fonction d'utilité, mais cette fois, au lieu d'envisager une modélisation, il s'agit d'examiner quels éclairages elle peut apporter à la théorie néoclassique élargie. Les contrats dits de tournoi consistent à fixer les rémunérations des salariés en fonction de leur performance relative à celles des autres agents, Malcolmson 1988, Sappington 1991, Levinthal 1988. Concrètement, on aboutit à un classement des salariés selon un rang auquel correspondent les différentes rémunérations. Diverses conditions s'appliquent à ce mécanisme incitatif à l'effort. Les performances sont connues seulement de l'employeur, le contexte est identique pour tous les salariés, la performance de chaque salarié est fonction de son effort et de ce contexte. La contribution du salarié n'est pas établie de manière absolue mais seulement de manière relative, c'est-à-dire en termes ordinal et non pas en termes cardinal. Le modèle du tournoi est un modèle d'incitation à l'effort, et connaît différentes déclinaisons. Un salaire très élevé pour le travailleur occupant le premier rang et un salaire très faible pour tous les autres peuvent ainsi être proposés, ou bien pénaliser seulement les salariés dotés des plus mauvaises performances. Le salaire important du directeur général l'incite à l'effort, mais il influe aussi l'effort que fournissent dans le tournoi tous ceux qui se situent au-dessous de lui. Lazéar, 1995, page 5. Les écarts de salaire sont donc incitatifs à l'effort. Ce modèle ne traite pas de culpabilité mais pourtant elle peut enrichir ce modèle. Il suffit de la modéliser comme une peine éprouvée par le salarié, qui met en place des stratégies afin de l'éviter. D'abord, l'entreprise désigne... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.